Donc va-t-il pouvoir battre Saturne? Peut-être, peut-être pas. Moi je pense pas, parce que Saturne est immortel, et Luffy il est pas assez intelligent pour réfléchir à une stratégie pour pouvoir le battre. Il va juste y aller de puissance en puissance en puissance en puissance, et ça va pas marcher, parce que c'est pas ce type d'ennemi, ça correspond pas à ce type d'ennemi, c'est pas un Kaido. Un fameux groupe de personnes qui arrivent, donc est-ce que c'est la flotte de Luffy? Est-ce que c'est Barbe Noire? Peut-être que dans le navire de Barbe Noire, c'est pas Barbe Noire, et que c'est juste Gecko Moria, et il y a aussi la possibilité des révolutionnaires que... Faut le noter. Ensuite, Robin qui dort parce que elle s'est fait allumer par un séraphin, ça faut le noter. Robin est en train de dormir, c'est ouf, et tant mieux pour elle, au moins elle verra pas le Buster Call. Et du coup, on voit un petit peu tout le monde sur l'île. Ensuite, la petite information par rapport à Zoro, je sais que Gappadale, ça le titille au fin fond de ses entrailles. Lucci et Zoro continuent de se battre. Donc, tout ce temps-là, que ce soit scénaristiquement ou pas, il faut quand même que Lucci soit quand même suffisamment fort pour retenir Zoro. Quand on l'a vu face à Luffy, Lucci qui se bat face à Luffy, on a vu clairement qu'il y avait un petit côté scénaristique, en mode on va faire durer légèrement le combat. Luffy se transforme en Gear 5 et Lucci se transforme en éveil. Il y a le petit combat et tout, on croit que ça va durer longtemps, et le chapitre suivant, donc on a un chapitre de combat réel, parce que le précédent chapitre... En gros, on a deux chapitres où on voit Lucci et Luffy se battre, je pense que c'est plus simple de l'expliquer comme ça. Et le chapitre juste après, Lucci KO. Et là, c'est pas ce qui se passe. Là, c'est pas ce qui se passe, et je pense que cette construction est pas inutile, parce que ça fait énormément de chapitres que... En fait, depuis que Luffy a commencé son combat avec Kizaru, Zoro a commencé son combat avec Lucci. Ça veut dire que Lucci et... et Kizaru, Luffy a été plus rapide pour battre Kizaru que le Zoro a été de battre Lucci. Et ça, c'est une information importante pour mettre les personnages, pour mettre un level sur les personnages. Quand on prend ça en compte, on a donc un empereur qui se bat contre un amiral, et la force est trop grande entre les deux, donc le combat ne peut pas durer éternellement, alors que Kizaru a pris son temps, Luffy aussi a pris son temps. C'était pour montrer ça. Ensuite, Zoro Lucci, c'est beaucoup plus serré. Pourquoi? Parce que là, on a mis longtemps, et malgré le temps qui passe, surtout que Zoro, c'est pas comme Luffy, il va pas prendre son temps. Lui, c'est combat, combat, combat. Et là, on peut se dire quand même que, vu que le combat dure longtemps, Lucci, malgré le fait que dans tous les cas pour moi il va perdre, Lucci résiste quand même plutôt pas mal à Zoro. Je vous ai déjà expliqué l'effet Zoro. C'est pas parce que Zoro a trop de classe, a trop de flow, est tellement fort et tout, même avec un power-up Enma et tout, ça fait pas de lui de quelqu'un d'invincible. On l'a vu, on pensait que Zoro était très très fort, qui rivalisait un petit peu avec son capitaine, comme un petit peu au début de l'histoire. Rappelez-vous, au début de l'histoire, Zoro pouvait rivaliser entre guillemets avec Luffy, mais actuellement, c'est complètement différent. Zoro est vraiment level premier commandant, alors que Luffy est vraiment level empereur, bien au-dessus de Zoro. Et maintenant que c'est avéré, on peut se dire que là, Zoro, vu qu'il se bat contre Lucci, on peut avérer que Lucci est soit premier commandant, soit deuxième commandant, parce que justement, le fait qu'il se bat à cette puissance-là et pendant aussi longtemps montre quand même qu'il y a un level très proche pour qu'il puisse tenir le combat aussi longtemps. Sinon, Lucci n'aurait pas tenu le combat. Exactement comme Kizaru n'a pas tenu le combat. Par contre, Kizaru n'est pas KO. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit ça, les gars, et ça, je préfère le rementionner. Kizaru n'est pas KO. La patate que Luffy lui a mis, elle n'a pas suffi à le mettre KO, comme par exemple... Luffy met KO Kaido, tu vois. Quand il met KO Kaido, c'est pendant très longtemps. Pareil pour Sanji et Zoro qui ont mis KO King et Queen. La tête de Ham, ils se sont pas relevés. Ils étaient encore blessés une semaine après. Donc ça, c'est un vrai KO pour moi. Et Kizaru qui peut se relever et qui continue à combattre, ça pour moi, c'est pas un vrai KO. Ça veut dire, pour moi, le côté intermédiaire des amiraux commence de plus en plus à se faire ressentir. Amiraux, anciens amiraux, je veux dire, les amiraux depuis longtemps, tu vois. Genre Akainu, Aokiji et Kizaru. Et pour moi, le fait qu'Aokiji se batte face à Barbe Blanche, qu'il lui fasse autant de dégâts, ça prouve qu'il est intermédiaire, le minimum. Le fait que Aokiji puisse geler l'entièreté de l'équipage de Barbe Noire, Shiryu y compris, ça montre que pour moi,
il y a des chances qu'il soit intermédiaire. Et le fait que Kizaru se prenne une patate légendaire, le White Star Gun, la même patate qui a mis un genou à terre à Kaido, et qu'il soit encore debout après ça, montre pour moi qu'il est intermédiaire. Donc c'est ma conviction actuelle. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me ressortir les trucs. Oui, mais à l'ancienne, oui, mais à l'ancienne. Oui, mais là, actuellement, je suis désolé les gars, il y a trop d'informations qui vont dans ce sens-là. À l'ancienne, Oda pensait peut-être pas pareil. Ou à l'ancienne, Oda voulait peut-être pas révéler autant d'informations. Je sais pas, il y a tellement de possibilités. Et pour moi, le fait que la marine soit pas suffisamment forte pour avoir un empereur dans la marine, si vous tenez à cette théorie, et ben pour moi, le fait qu'ils soient intermédiaires justifie ça. Parce que pour que la marine soit respectée dans le monde et puisse tenir tête, ne serait-ce qu'à Barbe Blanche et sa flotte, quand on voit la quantité colossale de sa flotte, de personnes puissantes, etc., on peut se dire, franchement, que pour faire tomber cet homme-là, malgré les sournoiseries et tout, ça fait partie du combat, les gars, circonstances de combat, on le dit, il faut quand même des gens puissants pour le faire tomber. Et pour moi, c'est d'autant plus beau et plus respectable pour Barbe Blanche de mettre, par exemple, un Akainu minimum intermédiaire, voire plus fort, parce que ça voudrait, sinon ça voudrait dire que Barbe Blanche était vraiment très très fort. Alors que si on le met level simple commandant, ça voudrait dire quand même qu'il s'est fait quand même rafaler Barbe Blanche par un commandant, malgré le fait qu'il a sournoiserie tout ça, mais quand même, je préfère voir Barbe Blanche mort face à quelqu'un de très très fort et qu'il ait pu résister, qu'il ait pu l'éclater malgré tout ça. Que face à quelqu'un de faible. Oubliez pas, si pour vous les amiraux sont vraiment pas très forts, quelle valeur ça a de les battre si, je sais pas, admettons Sanji il bat un amiral, si l'amiral est pas très fort, c'est triste, tu vois. Enfin, pas Sanji, plutôt Zoro. Si Zoro bat un amiral, bah on va se dire ouais, c'est normal. Alors que s'il bat un amiral fort et qui galère, et ben on va se dire ok, bah respect Zoro, tu vois. Et oubliez pas, on mesure la valeur d'un homme à ses ennemis. Si tu t'attaques à quelqu'un de faible, pour moi, t'es quelqu'un de faible. Si tu t'attaques à quelqu'un de fort, pour moi, t'es quelqu'un de fort. Donc voilà, pour le côté power scaling, pour le côté évaluation de puissance, tout ça, on va s'arrêter là. On va retourner sur l'analyse du chapitre. Et de toute façon, il reste que 2-3 trucs à dire. La deuxième chose, c'est le Buster Call. Buster Call, ils veulent attaquer Punk Records, mais ils ont parlé du dôme. C'est-à-dire que vu que le dôme est actuellement, on va essayer ils ont dit qu'il faut tirer dessus et ils vont essayer de passer au travers. Donc est-ce qu'ils vont réussir? Peut-être, peut-être pas, mais ça veut dire que la résistance du dôme va faire en sorte que le dôme va rester beaucoup plus longtemps que la ville. Donc la ville va être complètement rasée, mais pas le dôme. Donc ça, faut le noter. Pas le dôme, pas tout de suite ou pas du tout. À voir. Ensuite, bombe d'autodestruction, on l'a vu, il n'y a pas de bombe d'autodestruction d'après le chapitre officiel de One Piece. J'ai lu le chapitre officiel, donc il n'y a pas de bombe d'autodestruction. Vegapunk dit qu'il n'a pas mis de bombe d'autodestruction, mais qu'il a mis un mécanisme d'arrêt complet. C'est-à-dire que tous les ordres en cours s'arrêtent. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il devrait être un légume et ne pas bouger. C'est ce que Vegapunk a dit. Et au final, il arrive à bouger, etc. Donc, est-ce que Kuma va survivre? Peut-être. Il y a beaucoup de chance pour moi maintenant, beaucoup plus depuis qu'il n'y a plus la bombe d'autodestruction. Et est-ce que l'île va être détruite? Évidemment. Ensuite, on a Kizaru qui détruit, qui est encore en forme et qui détruit l'hypercapsule. Là, je crois qu'ils l'ont appelé le Rocket Vacuum, je sais pas quoi. Mais je préfère dire l'hypercapsule, c'est plus stylé. Et du coup, la fuite est ratée, exactement comme à Shabanji. Ils essayent de fuir, ils n'arrivent pas. Ils essayent de fuir, ils n'arrivent pas. Et là, c'est marrant parce que c'est encore les Mugiwara qui essayent de fuir face à Kizaru. Et ils n'y arrivent toujours pas, malgré l'évolution. Mais je pense que cette fois-ci, ils vont y arriver. Et c'est pour ça que Oda met l'accent dessus. C'est justement pour montrer que c'est plus comme avant. Et là, ils sont fin prêts pour pouvoir résister à ce genre de choses. Et à la fin, on a donc Kuma qui va protéger Bonnie et qui va sûrement se faire rafaler par les pacifistas. Donc, est-ce que les pacifistas vont revenir dans le bon camp? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que comment ça s'appelle, les pacifistas vont l'allumer et que Kuma va survivre? Peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'il va finalement mourir? Peut-être, les gars, c'est possible. Cette fin de chapitre est un peu dur, mais faut voir. En tout cas, on a retrouvé Luffy. Luffy a juste été déplacé
de ouf et on sait même pas pourquoi, on sait même pas comment. Mais il est repu, il a tout mangé et il va pouvoir revenir à la charge. Donc va-t-il pouvoir battre Saturne? Peut-être, peut-être pas. Moi je pense pas parce que Saturne est immortel et Luffy il est pas assez intelligent pour réfléchir à une stratégie pour pouvoir le battre. Il va juste y aller de puissance en puissance en puissance en puissance et ça va pas marcher parce que c'est pas ce type d'ennemi, ça correspond pas à ce type d'ennemi, c'est pas un Kaido. Du coup, j'ai l'impression que ça va se diriger comme ça, mais peut-être pas, hein. Peut-être qu'il va l'éjecter dans la mer et qu'il va mourir, on sait pas, on verra. Ensuite, il y a la fameuse personne, le fameux groupe de personnes qui arrivent. Donc, est-ce que c'est la flotte de Luffy? Peut-être, parce qu'on s'y attend pas du tout. Ça pourrait être un retournement de situation légendaire. Est-ce que c'est Barbe Noire? Il y a beaucoup plus de chances que ce soit Barbe Noire. Peut-être que Barbe Noire avait une mission à côté, qu'il a rempli sa mission pendant que Luffy était à Egghead, et que maintenant qu'il a rempli sa mission, il se dirige vers Egghead pour faire ça. Peut-être que dans le navire de Barbe Noire, c'est pas Barbe Noire, et que c'est juste... comment il s'appelle j'ai oublié son nom, Moria, voilà, Gecko Moria, et qu'en fait il a juste piqué un navire de Barbe Noire et qui s'est enfui de l'île de la Ruche, parce qu'on l'a vu, Kobe a aidé Perona, si je me trompe pas, à sauver Moria de la Ruche. Donc à voir les gars, il y a plein de possibilités, et il y a aussi la possibilité des révolutionnaires que je pense légèrement, je dis bien légèrement difficile, mais ça arrive les gars, donc voilà. Donc je vous ai fait franchement une analyse complète du chapitre, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a quand même bien taffé là-dessus. Nous on se redit très très bientôt, peut-être que je reviendrai ce soir en live si j'ai le temps sur du Fortnite. Là j'aimerais bien avancer dans le village et tout, j'ai trop kiffé, village japonais. Fallait pas me donner un village japonais, maintenant que je l'ai, j'arrive plus à m'arrêter, j'ai trop envie de l'améliorer, faire un petit délire et tout. Franchement j'ai taffé dur. Et j'espère que ça va donner quelque chose de bien. Et sinon, One Piece, on reviendra sûrement demain après-demain. On a des vidéos analysées par rapport au dernier chapitre. Donc, on a celle du Mont Corvo. Et il y a aussi des vidéos de dimanche qui vont arriver. Donc, préparez-vous. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. J'espère que vous êtes bien accrochés. Et on va continuer ça ensemble. Donc voilà, là il reste juste la vidéo du Mont Corvo, donc on la fera soit demain, soit après-demain. Et ce sera fini pour cette semaine de One Piece. Il y aura l'épisode aussi qui va venir très prochainement. Et puis voilà les gars. Donc je pense que là, on a tout dit, on a fait le tour du chapitre, on a fait une analyse complète. Je suis assez content de voir l'évolution de ce qui se passe dans le chapitre. Et nous, on se revoit très très bientôt. Donc voilà les gars, merci d'avoir suivi ce live. J'ai grave kiffé. Bon délire. On se revoit très très vite. Donc je remercie encore Gapadre, il y a Nenos, Ice Dylander, le bon vieux H. Il y a aussi Théo qui est venu en début de live. Et plein d'autres personnes qui sont passées en loose day que j'ai plus là devant moi. Mais en tout cas, merci beaucoup les gars. On se revoit très très vite. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, vive One Piece, vive les jeux vidéo et à très bientôt. Allez, ciao les mecs.